La fibre, les micro-ondes, c'est déjà rapide. Mais il y a une dernière astuce qu'ont trouvé les traders haute fréquence. Il est possible de gagner encore quelques millièmes de seconde. Ces traders se sont installés à l'intérieur même des places boursières. Contre 25 000 € par mois, ils louent des box au plus près du serveur de la bourse pour y placer leurs propres ordinateurs. On appelle ça la colocation. Et pour que personne ne soit désavantagé, on vérifie au millimètre près que la longueur du câble est la même pour tout le monde. Comment en est-on arrivé là? La vitesse, ça ne date pas d'hier, c'est même aussi ancien que la bourse. Il y a d'abord eu les pigeons voyageurs, ensuite le télégraphe, et puis le téléphone, les pneumatiques aussi, et même les patins à roulettes, toutes sortes d'inventions. Mais c'est l'ordinateur qui va tout bouleverser. Plus possible de revenir en arrière. Le premier à l'avoir compris est devenu richissime. Certains voient en lui le père du trading haute fréquence. Ce milliardaire habite à 60 km au nord de New York, près de Banksville. Ça ne s'invente pas. Pour le rejoindre, il faut passer une première barrière. Puis 2 km plus loin, une deuxième. On aperçoit d'immenses écuries. Ce n'est pas dans son discret manoir de 2500 mètres carrés caché parmi les arbres qu'il nous a conviés. Plutôt dans sa petite dépendance qui lui sert de bureau au fond du jardin. Celui qui nous rejoint tranquillement est une légende, comme seule l'Amérique s'est en créée. Thomas Peterffy fait partie des 150 personnes les plus riches de la planète. Fortune estimée, plus de 10 milliards de dollars. C'est ça le rêve américain? Non, c'est le rêve hongrois. Ce Hongrois a fui le communisme en 1965. Il a 21 ans quand il débarque aux États-Unis. Comme je ne parlais pas anglais, je me suis dit qu'apprendre le langage informatique serait plus simple pour moi que de prendre des cours d'anglais. Thomas Peterffy fait aussitôt ses armes sur cette machine, une Programma 101. Il devient programmeur et met ses talents au service de courtiers de Wall Street. En 1983, il va avoir une idée de génie. Je me suis dit qu'il fallait que je réussisse à mettre mes programmes dans une sorte d'ordinateur portable. Et c'est ce que je vais vous montrer. Cette machine qui a changé sa vie et la bourse, il la conserve religieusement dans son antre. La réussite s'y affiche insolemment. Ce courbet, je l'ai eu pour pas cher. 80 000 ou 400 000 $. Je ne me souviens plus. Ma tablette, elle ressemble exactement à ça. C'est la première que j'ai créée. Elle a une puce à l'intérieur qui pouvait calculer les cotations en temps réel et les afficher sur l'écran. Quand on appuyait dessus, l'ordinateur comprenait qu'on venait d'acheter ou de vendre une action. Certains pensaient que je n'aurais pas dû être autorisé à l'utiliser. D'autres que ce n'était pas grave, que de toute façon, ça ne marcherait pas. Mais ça a très bien marché, pendant très longtemps. Une tablette tactile, presque 30 ans avant celle qu'on connaît aujourd'hui. 4 ans plus tard, en 1987, nouvelle étape. Il invente un ordinateur qui achète et vend des actions tout seul. Même plus besoin d'humains. Un jour, un contrôleur du Nasdaq est venu dans nos bureaux. Il s'attendait à trouver un open space avec une flopée de traders au travail. Il rentre dans la pièce et il n'y a personne. Alors il dit « D'où viennent toutes ces transactions ou comment vous faites ?» Je lui réponds « C'est juste cet ordinateur qui fait tout le boulot. » Il réfléchit pendant un moment et il dit « Vous ne pouvez pas faire ça. » Je lui dis « Pourquoi pas ?» Il prend le règlement et il trouve la petite ligne qui stipule que tout ordre doit être entré en utilisant un clavier.
Alors il dit, je vais revenir dans 2 semaines. D'ici là, soit vous arrêtez votre activité, soit vous embauchez des traders. Mais je veux que les ordres soient rentrés grâce à un clavier. Le type revient 2 semaines plus tard, et ce qu'il a vu, c'est un clavier recouvert d'une boîte équipée de pistons. Les pistons étaient actionnés par un autre ordinateur. En fait, c'était un automate dactylo. Ça faisait un bruit de mitraillette. Le type était totalement désarçonné. Il a regardé ça, il n'y croyait pas. Au bout d'un moment, il a tourné les talons et on n'a plus jamais entendu parler de lui.